Oui, donc moi mon nom est Jean Dalibard, je suis professeur ici sur la chaire Atomes et rayonnement. J'ai donc l'honneur de présider cette première session et comme on est déjà un petit peu en retard, je ne vais pas faire un grand discours, donc la première oratrice sera Françoise Dalibard. Je suis ravi de l'accueillir ici. Françoise est professeure honoraire de physique à l'université Paris 7, Paris Diderot. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, on lui est tous très reconnaissants pour beaucoup de livres qu'elle a écrits, mais en particulier pour la collection de textes d'Einstein qu'elle a traduits, commentés, donc traduits en français, et qui sont extrêmement précieux pour nous tous qui ne lisons pas Einstein dans le texte, et vraiment pour beaucoup d'autres choses, mais en particulier pour ça. Merci beaucoup, Françoise. Voilà. Donc je te laisse la parole. Françoise est une spécialiste de la relativité, de l'histoire des sciences, de l'épistémologie. Bonjour. Alors, je suis très honorée, presque un peu honteuse après tous les éloges faits par Jean Dalibard. Donc, je suis à l'origine de la traduction, pas par moi seulement, et agrémentée de commentaires faits par une équipe du CNRS. De traduction, il y en a 6 volumes. Ce qui fait 6 fois 250 pages, et qui ne sont que des textes d'Einstein, pratiquement pas coupés. Voilà. Je dois dire que c'était une expérience assez excitante, celle de pouvoir lire dans le texte original, parce que tout pratiquement est en allemand. Même lorsqu'il était aux États-Unis, Einstein écrivait en allemand, faisait traduire, savait suffisamment l'anglais pour voir si ça correspondait à ce qu'il avait dit en allemand, et parlait en général en anglais avec un très fort accent allemand. Voilà. Alors, l'idée a longtemps prévalu parmi les historiens des sciences que les physiciens français de la fin du XIXe siècle n'avaient pas vu venir les bouleversements qui, dans la première moitié du XXe, allaient ébranler la discipline intellectuelle que l'on nomme aujourd'hui physique et qu'on commençait déjà à nommer physique tout court, et ébranler subsidiairement la civilisation matérielle du monde entier via la théorie quantique. Alors, j'ai nommé ce qu'Étienne Klein, qui n'a pas peur des mots, appelle la révolution quantique et relativiste. Et comme c'est souvent le cas s'agissant des idées reçues, celle-ci n'est ni vraie ni fausse, ou à la fois vraie et fausse. Et on m'a demandé, en guise d'introduction au présent colloque Einstein au Collège de France, des cours de physique au Collège de France avant Einstein, de parler des cours de physique au collège avant Einstein. Par avant Einstein, j'ai pris sur moi de considérer que ça voulait dire avant 1905. 1905 étant, comme vous savez probablement, l'année où Einstein, alors âgé de 26 ans, c'est quand même à signaler, a publié 5 articles qui, tous à des degrés divers et sur des fronts différents, ont contribué, et d'ailleurs Einstein n'est pas le seul acteur de cette contribution, à faire éclater les cadres de la physique dite classique. À première vue, l'examen des cours donnés dans les 2 chaires de physique du Collège de France avant 1905, puisque c'est ainsi que je l'entends, semble non seulement justifier la rumeur dont je viens de faire état, mais même en accentuer le caractère fort désobligeant. On est frappé, en effet, en tant que physicienne, j'ai été frappée par le peu d'importance et pour l'un des cours, la totale absence de référence à ce qui nous paraît aujourd'hui avoir tenu une place centrale dans le développement de la physique avant 1905, dans la période qui va de 1860 à 1900, à savoir la théorie électromagnétique de Maxwell, élaborée en Angleterre, mais aussi en Allemagne.
Alors, pour donner une idée de l'importance de cette théorie, il suffit de dire que Maxwell, après avoir montré que l'électricité et le magnétisme, comme on continue à dire en France, deux domaines de recherche qui jusqu'alors étaient distincts, il a montré qu'ils relèvent d'une seule et même théorie électromagnétique. Et dans un deuxième temps, il a établi ce résultat sidérant, quand on y pense, à savoir que la lumière, sur la nature de laquelle les physiciens n'avaient pas réussi à se mettre d'accord jusqu'alors, est une onde électromagnétique, unifiant ainsi magnétisme, électricité, lumière, c'est-à-dire aussi optique, pour parler en termes de discipline. Si bien que, après Maxwell, ce que nous nommons aujourd'hui la physique est apparu comme séparé en deux, du moins constitué de deux parties. Einstein, plus tard, je crois que c'est au Japon, parlera de deux corps de bâtiment dont l'un aurait été ajouté à une construction plus ancienne. La physique newtonienne, physique de la matière, développée depuis le XVIIe siècle en tant que science du mouvement, des corps, d'un côté, et de l'autre, rapporter l'autre physique, non matérielle, serait-on tenté de dire, traitant de l'électricité, du magnétisme, de la lumière, bref, de tout ce qui est impalpable. Et l'optique en particulier, qui, elle, est une science avec des techniques appliquées. Or, ce qui est censé avoir été révolutionné, pour employer ce mot, au tournant du XXe siècle, en particulier par Einstein en 1905, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'état de la physique en 1905, où la théorie électromagnétique tenait un rôle d'autant plus central qu'elle avait connu une expansion foudroyante, à la fois théorique et dans le monde industriel. C'est donc l'état de la physique en 1905 qui a été révolutionné, et non cette abstraction fantasmagorique où tout ce qui touche à Maxwell avait été soigneusement évité et barré, ignoré, qui n'avait cours qu'au Collège de France et nulle part ailleurs en Europe. En sorte qu'un auditeur du Collège de France qui n'aurait pas été voir ailleurs, en Europe, qui aurait pris cette construction imaginaire pour le véritable état de la physique de son temps, en 1905, aurait été en retard d'une révolution, parce que la théorie électromagnétique a constitué une révolution, il ne s'agit pas de mettre des notes, mais au même titre que la théorie de la relativité et la théorie quantique a fortiori. À vrai dire, je modère tout de suite ce que je viens de dire pour donner un peu d'espoir. Comme il apparaîtra dans la suite de mon exposé, ce tableau apocalyptique ne vaut à strictement parler que pour une seule des deux chaires de physique au Collège de France. Mais la situation de blocage instaurée par le tenant d'une des chaires de 1862 à 1900, quand même pas rien, a contribué à rendre la vie impossible à celui qui était titulaire de l'autre chaire, puisqu'il y en avait un qui était 50 ans en arrière et refusait d'entendre parler d'autre chose. Au point que celui qui en 1900 était le collègue de Bertrand, le premier dont je vais parler, et s'appelle Mascart, a pris la fuite, tout simplement, a cessé de faire ses cours au Collège de France pour aller s'intéresser à des choses qu'il trouvait plus urgentes. Alors, si j'ai parlé de la théorie de Maxwell comme d'un nœud autour duquel tout se noue, c'est que la théorie qu'aujourd'hui on appelle relativité restreinte, mais c'est un mot qui est venu plus tard,
emblématique de ce qui a changé à l'orée du XXe siècle et objet l'un des 5 articles publiés par Einstein en 1905, et de la vie même de son auteur, l'achèvement de la théorie de Maxwell. L'achèvement de la théorie de Maxwell, ce qui laisse entendre qu'il est impossible de comprendre en quoi consiste la théorie de la relativité restreinte si l'on ne connaît rien à la théorie de Maxwell qu'elle achève. C'est pourquoi l'auditeur imaginaire auquel je me suis référée aurait été très surpris. Le mot achèvement est d'ailleurs judicieusement choisi par Einstein. En effet, pour féconde qu'elle se soit avérée, la théorie électromagnétique de Maxwell présentait un grave défaut, aux yeux des théoriciens du moins, parce que ça ne gênait pas les ingénieurs qui travaillaient en avance sur les applications de la théorie de Maxwell. Elle était incompatible avec les principes fondamentaux, ce qui sont les lois ou les axiomes, axiomata civil leges naturae, de leges motu, les axiomes, c'est-à-dire les lois du mouvement, sur lesquels s'était élevée depuis Galilée la physique de la matière pondérable en tant que théorie du mouvement des corps, comme je l'ai rappelé. L'article publié par Einstein en 1905 visait explicitement à supprimer cette contradiction. Et il n'était pas le premier à s'en inquiéter. Mais lui, il a réussi une percée que Poincaré, sur un autre mode, donc ça donne des débats interminables sur lesquels je passe, a aussi réussi à résoudre, preuve que ce n'était pas dans l'imagination d'Einstein. Alors il a réussi, comme on sait et comme on dit, en modifiant nos conceptions de temps et d'espace, au-delà du domaine qui nous est familier, disait Jolieu tout à l'heure, ce qui était pour le moins inattendu. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que ces modifications apparaissent dans le travail d'Einstein et aux yeux des physiciens de son époque comme ce sur quoi il convient de modifier à la fois la théorie électromagnétique et la théorie du mouvement des corps, la mécanique si on veut, pour les rendre compatibles. Et par là même, rétablir, pour revenir à l'image du bâtiment, l'équilibre architectural entre les deux corps de bâtiment et achever d'un côté la théorie de Newton et d'autre part la théorie de Maxwell, de manière à former un seul bâtiment solide, achever ce qui allait très vite s'appeler la physique, point. Alors, je pense que ces quelques remarques étaient nécessaires, en tout cas, je les ai faites pour ça, pour tous ceux qui ne sont pas du métier et à qui je voulais replacer les choses dans leur contexte totalement centré sur la physique. Alors, comment en était-on arrivé là, à ce que, dans ce lieu qui est quand même la perle du système universitaire français, il y ait pu y avoir pendant 38 ans des cours de physique qui ignoraient complètement ce qui, par ailleurs, était l'objet des discussions de tout le monde, ailleurs en Europe en tout cas. Il me semble que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter assez loin en arrière et examiner la forme particulière sous laquelle la France a vécu le choc de la théorie newtonienne. Car, n'en déplaise à Alexander Pope, que plus personne ne peut prendre au sérieux après avoir lu Orlando de Virginia Woolf, n'en déplaise à Pope, donc, qui s'exclame « And God said, let's Newton be », and all was light, Dieu dit, et Dieu dit que Newton soit, et tout fut lumière. Eh bien non, tout ne fut pas lumière pour tout le monde. Et le siècle qui va de 1750, Newton est mort en 1720 quelque,
Le siècle qui va de 1750 à 1850 fut pour beaucoup d'hommes de science, je suis bien obligée de dire hommes de science, il n'y avait pas de femmes, une époque de doute dont on ne mesure peut-être pas l'ampleur. Et les doutes portaient sur savoir si, avec ce qui était admirable, personne n'en en doutait, le paradigme newtonien, avait-on atteint un état définitif, insurpassable, auquel rapporter toute connaissance nouvelle relative à la nature. Et d'ailleurs, et comment faire? J'aimerais soutenir la thèse, qui vaut ce qu'elle vaut, selon laquelle ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une aberration, on n'est pas enseigné Maxwell au Collège de France de 1860 à 1900, procède en réalité de la réponse qui fut apportée à cette question, réponse qui a consisté à entériner le divorce qui n'était pas prévu entre une physique normalisante, pour prendre une expression un peu technique, mais en tout cas ça veut dire qu'elle est mathématique, c'est-à-dire se porte sur des symboles et elle nomme les choses, et une science réelle, alors normalisante parce qu'elle est mathématique, et réelle parce qu'elle est expérimentale. Cette division, qui n'était pas apparue si clairement jusqu'alors, nous en subissons encore les effets, et elle fait même partie de la tradition intellectuelle française. Encore maintenant, on distingue, même si c'est pour s'opposer à elle, et on regrette l'opposition entre physique, on dit théorique maintenant, mais mathématique et physique expérimentale. Je précise tout de suite qu'on regrette, et c'est une époque qui est volontairement résolue, mais ça reste en arrière-plan. La philosophie des Lumières, d'ailleurs, a fortement contribué à consolider cette opposition. Et l'épisode de la brouille entre Diderot et d'Alembert, les deux éditeurs de l'encyclopédie, dont le premier tome est paru en 1751, c'est-à-dire justement juste après la mort de Newton, la brouille entre Diderot et d'Alembert, qui a porté essentiellement sur la question de l'abstraction. On voit bien que l'abstraction est la forme théorique, conceptuelle, de l'opposition entre une physique qui nomme et une physique qui fait. Et cela constitue l'un des chapitres de ce qu'on ne peut pas faire autrement que d'appeler la légende dorée, qui au fil des années a servi à asseoir cette tradition française d'une séparation essentielle. Alors j'en viens aux deux chaires qui en 1900 en tout cas, étaient des chaires de physique au Collège de France. Elles avaient pour intitulé Physique générale et mathématiques en 1900, physique générale et mathématiques d'une part, et physique générale et expérimentale de l'autre. Mais il faut bien voir que la parfaite symétrie qui est ainsi exhibée est une invention récente, car entre la symétrie, pour ne pas dire l'opposition, justement, entre mathématiques et expérimentale, car elle n'existait pas au moment où ces chaires furent créées, à la fin du XVIIIe siècle, et elle a été introduite à la main, si je peux dire, et en 1862 par le titulant de la chaire de physique mathématique, le mathématicien Joseph Bertrand, qui est mort en 1900 et qui a enseigné jusqu'à la fin, et qui
donc élu en 1862, a souhaité modifier l'intitulé de sa chaire et le transformer en physique générale et mathématique, expression soigneusement et volontairement démarquée de l'intitulé de l'autre chaire, créée, elle, en 1786, la première c'était 1769, et qui avait été intitulée d'emblée physique générale et expérimentale. Donc on avait la physique mathématique, physique générale et expérimentale de 1785 à 1862, et puis ensuite un strict alignement, la physique générale et expérimentale d'un côté, comme elle l'avait été nommée à l'origine, et l'autre, l'ancienne physique mathématique, rebaptisée physique générale et mathématique. Alors on peut se demander quelles étaient les motivations qui avaient poussé Joseph Bertrand, le titulaire de la chaire, donc, de physique mathématique et physique générale et mathématique, à introduire une dichotomie dont la nécessité ne s'était apparemment pas fait sentir jusqu'alors. Et pour répondre à cette question, il faut revenir à l'intitulé qui a servi de modèle à Bertrand, celui qui est original, si je peux dire, physique générale et expérimentale. Or, la signification mot à mot d'une telle expression nous est relativement obscure aujourd'hui. Que faut-il entendre par physique générale ? Et d'ailleurs, quel sens avait en 1785, quand elle a été instituée, le nom physique lui-même ? Et question subsidiaire, que faire de ce « et » placé entre deux adjectifs, général et expérimental ? Aujourd'hui, nous dirions général expérimental. Alors, sur ce dernier point subsidiaire, je vous l'accorde, je dois dire qu'il m'a causé beaucoup de soucis et donné bien du fil à retordre, parce qu'après avoir cherché à lui trouver une signification particulière, je me suis résignée à l'idée qu'il s'agissait peut-être, et je ne demande qu'à changer d'avis si ça vous semble farfelu, d'un vestige de grammaire latine où la conjonction latine « et » a une valeur plus insistante et surtout et particulièrement que celle du « et » de la grammaire française. Fameux exemple, Timéo Danaos et Dona Ferrantes, je crains les Grecs, surtout quand ils apportent des cadeaux. La physique, qui est générale, donc, et en même temps expérimentale, en même temps en un sens qui n'a qu'un an d'existence, toute la question est de savoir si cette physique générale peut être autre chose qu'expérimentale, et donc de justifier ou d'invalider l'invention linguistique de Joseph Bertrand. Alors, la physique générale peut-elle être mathématique ? Telle est la question. À l'époque, sur la signification de termes qui ne nous sont plus très familiers, tels que physique, ou ils ne sont pas familiers, ils ont changé de sens, le dictionnaire de l'Académie française est évidemment la ressource. Dans sa première édition, 1694, on lit « Physique, science qui a pour objet la connaissance des choses naturelles ». Nous voilà bien avancés. Mais cette définition laconique est complétée en 1762, quatrième édition, par la donnée de quelques exemples, à savoir physique générale, justement, et physique particulière, qui apparemment s'y oppose, ou est le contraire, physique expérimentale, ça a toujours existé, physique astronomique également. Entre ces deux dates, donc 1694, première édition du dictionnaire de l'Académie, et 1762,
création de la chaire, et 1769, création de la chaire physique mathématique, très proche de 1762, quatrième édition de l'Académie, se situe l'événement majeur que fut la publication des Principia de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, introduisant au sein des choses naturelles dont il est question dans la définition du dictionnaire de l'Académie, une philosophie nouvelle, naturelle, ainsi que des principes mathématiques, et publications qui démontraient par le même coup la puissance de l'outil intellectuel ainsi forgé, en faisant constater l'admirable coïncidence entre les résultats des calculs effectués sur la base de cette théorie, dans le système du monde de Newton, et les résultats des calculs liés à l'observation astronomique du système solaire. Ce qui incite à penser que l'expression physique générale, qui est opposée à physique particulière à cette époque, qui n'a physique particulière, alors physique générale existe encore, physique particulière a disparu, n'est apparue qu'après la formation du paradigme newtonien. C'est du moins l'hypothèse que je fais. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ce paradigme ne concerne pas que les lois du mouvement. Et c'est bien ce qui nous intéresse ici, parce que l'héritage de Newton comporte, en dehors de ce qui constitue sa contribution majeure, les Principia, un autre ouvrage publié de son vivant, qui est un traité d'optique, Optics, publié en 1704 et, comme vous savez sûrement, traduit par Jean-Paul Marat en français en 1785, avant qu'il embrasse la carrière politique que l'on sait. Donc publié en 1704 et inachevé. Newton a compris qu'il ne l'achèverait jamais. Et inachevé, mais qui comporte, en guise de conclusion, un certain nombre de questions, ou plutôt d'interrogations, le mot anglais est queries, qui est écrit en anglais, contrairement aux Principia qui sont écrits en latin, mais traduits en anglais tout de suite, qui sont autant d'occasions de formuler et de tester des hypothèses non établies, et ce, en contradiction explicite avec toute la philosophie de Newton, que l'on résume trop rapidement, mais c'est quand même ça, hypothesis non figo, je ne fais pas d'hypothèse. Donc là, il fait une collection d'hypothèses, dont certaines sont assez far-fetched, comme on dirait en anglais, et en contradiction avec même la première phrase de son traité d'optique, qui est « Mon dessein n'est pas d'expliquer les propriétés de la lumière par des hypothèses », Newton se livre à une orgie d'hypothèses sur une centaine de pages. Alors, si on accepte cette typologie physique générale et ce qui, qu'on pourrait presque dire physique généralisée, qui est une tentative de généralisation de ce qui a été introduit dans un cas exemplaire, mais particulier, les planètes du système solaire, le mouvement des planètes du système solaire. Donc, si on accepte cette typologie, on est obligé de conclure que la physique générale est nécessairement expérimentale. Elle n'est pas, ou plutôt pas encore, mathématique. Il n'y en a qu'une partie qui a été mathématisée, comme on disait dans les années 60, et que le travail du mathématicien, en ce qui concerne cette physique, consiste à faire en sorte qu'elle devienne mathématisée et mathématique, et ceci à long terme, en sorte qu'elle ne peut être qu'expérimentale, et remplacer le qualificatif expérimental par mathématique est, à mon avis, un contresens, c'est simplement pas possible. C'est pourtant ce que fait
Joseph Bertrand, qui devait bien avoir ses raisons. Alors j'en viens à la physique générale et expérimentale. Cette expression donc est assez rare, probablement parce que précisément il n'est pas nécessaire de préciser et expérimentale. À l'époque, on parle facilement de physique générale, mais plus rarement, et je n'ai trouvé qu'un seul exemple, mais significatif, de physique générale et expérimentale. Cet exemple se trouve dans le discours préliminaire de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, rédigé, comme vous savez, par d'Alembert, sous la haute surveillance ronchonne de Diderot, et où on lit, dans ce discours, que beaucoup de gens ont appris par cœur Ampère, par exemple, est censé s'être consolé de la mort guillotinée de son père pendant la Révolution. Son père, qui était un révolutionnaire, n'avait pas pris le tournant de la fin de la Convention et a été guillotiné. Et Ampère est resté muet pendant plusieurs temps, pendant assez longtemps, et se contentait de réciter dans sa tête le discours préliminaire de l'encyclopédie. À voir. Je cite: cette vaste partie de la physique, appelée physique générale et expérimentale, c'est donc la trouvaille, diffère des sciences physico-mathématiques. Alors, les sciences physico-mathématiques, c'est un concept introduit dans ce discours, dans toute l'encyclopédie et dans le fameux tableau qui a eu plusieurs versions du tableau des connaissances humaines. Donc, cette vaste partie de la physique, appelée physique générale et expérimentale, diffère des sciences physico-mathématiques en ce qu'elle n'est proprement qu'un recueil raisonné d'expériences et d'observations. Tous les mots sont pesés. Au lieu que celles-ci, les sciences physico-mathématiques, par l'application des calculs mathématiques, le mot important, et l'application des calculs mathématiques à l'expérience, déduisent quelquefois d'une seule observation un grand nombre de conséquences qui tiennent de bien près par leur certitude aux vérités géométriques. C'est évidemment admirablement bien dit. Et la physique générale et expérimentale, qui est donc opposée aux sciences physico-mathématiques, c'est-à-dire à la description du système solaire et son explication par la force de gravité, et tous les efforts faits depuis pour étendre le domaine de la mathématisation, pour parler vite. Et ceci en conformité avec l'énoncé programmatif qui se trouve au début du discours préliminaire, donc d'Alembert Diderot. La seule vraie manière de philosopher en physique consiste ou dans l'application, de l'analyse mathématique aux expériences, ou dans l'observation seule, éclairée par l'esprit de méthode, aidée quelquefois par des conjectures lorsqu'elles peuvent fournir des vues, mais sévèrement dégagées de toute hypothèse arbitraire. C'est une explicitation du hypothesis non fingo. Donc, il n'y a que deux manières de philosopher, et on voit poindre là la distinction que je prétends ne pas être motivée, justifiée entre physique expérimentale et physique théorique mathématique. Mais d'Alembert Prudent ajoute que cette citation, qui est générale, n'a rien de bien stable, de bien glorieux par ailleurs, elle est même pénible. La seule ressource qui nous reste donc, dans une recherche si pénible, quoique si nécessaire, et même si agréable, c'est d'amasser le plus de faits qu'il nous est possible, de les disposer dans l'ordre le plus naturel,
de les rappeler à un certain nombre de faits principaux dont les autres ne soient que des conséquences. Autrement dit, il faut ordonner en vue de la mathématisation, ordonner le tableau des faits ramassés. Tel est le plan que nous devons suivre, dit toujours d'Alembert, dans cette vaste partie de la physique. Et là, la citation que j'ai donnée en premier continue, donc, cette vaste partie de la physique appelée physique générale et expérimentale. En fait, il y avait une troisième position, qui justement est celle de Diderot, et qu'il a eu beaucoup de mal, chacun le sait, à faire entendre. Et la dispute célèbre entre Diderot et d'Alembert porte précisément sur cette troisième voie, et qui porte sur la légitimité de la procédure d'abstraction qu'implique l'introduction des mathématiques. Ce n'est pas nouveau, mais de l'introduction des mathématiques dans l'étude de la nature. Et l'argument est que abstraire, c'est retirer, et que nécessairement quelque chose est perdu dans ce processus. C'est d'ailleurs exact, Diderot n'était pas le seul, c'est ce que dit Condillac dans son essai sur les connaissances humaines en 1746, c'est-à-dire très tôt. Les notions abstraites se forment en cessant de penser. C'est cruel. En cessant de penser aux propriétés par où les choses sont distinguées pour ne penser qu'aux qualités par où elles conviennent. Donc, le processus d'abstraction qui est nécessaire et dont il faudrait justifier la chose, mais il n'est pas évident que Newton ne s'en soit pas aperçu, laisse nécessairement un résidu. Et c'est là-dessus que l'amitié qu'il y ait Diderot et d'Alembert a eu beaucoup de mal à résister, au moins pendant tout le temps qu'a duré la fabrication de l'encyclopédie, de 1750 à 1769, et que ce soit centré autour de l'abstraction. Cela se voit en lisant Le rêve d'Alembert, écrit par Diderot, où, après avoir entendu d'Alembert gît sur son lit quasiment mort, ou en tout cas en train de mourir, très mal en point en tout cas, et aidé par mademoiselle de Lespinasse, son amie, et un docteur Bordeu qui va représenter Diderot. Et donc après avoir entendu un éloge de la connaissance sensible faite en duo par mademoiselle de Lespinasse et une femme, et Bordeu, le représentant de Diderot, tout d'un coup, d'Alembert se réveille et dit « Fort bien, voilà, tout est ramené à la sensibilité, mais l'imagination, l'abstraction. » Alors, suit un développement sur l'imagination, et d'Alembert, toujours sur son lit de souffrance, revient à la charge, et les abstractions. Et Bordeu lui répond, il n'y en a point. Toute science abstraite n'est qu'une combinaison de signes. On a exclu l'idée en séparant le signe de l'objet physique. On a exclu l'idée en séparant le signe de l'objet physique, et ce n'est qu'en rattachant le signe à l'objet physique que la science redevient une science d'idées. On croirait que ça a été écrit par Husserl. C'est extrêmement prémonitoire d'une certaine façon. Toute abstraction n'est qu'un vide d'idées, dit encore Diderot. Alors, Bertrand, lui, il se situe donc sur une position bien ferme, qui est celle de la séparation entre mathématiques et expérimentale, physique mathématique et expérimentale. Et c'est là qu'il fait une tentative que je trouve ratée pour introduire la notion de physique générale et mathématique,
qui sera le titre de son cours au Collège de France pendant 38 ans. Pas tout à fait, un peu moins. Alors, peu royaliste que le roi, il pousse à l'extrême les recommandations faites par d'Alembert, alors qu'on l'a vu, celui-ci ne préconisait que du classement, du rangement en vue de la mathématisation, si c'est possible. Bertrand, lui, coupe les ponts radicalement et ne veut rien avoir à faire avec cette physique-là, la physique expérimentale, la physique générale et expérimentale, qu'il considère comme une pourvoyeuse de données, de data. Oh là là, merci. Pourvoyeuse de data, et qui est donc cantonnée à la production de chiffres et qui serviront de fondement au calcul qu'effectuera le mathématicien en se gardant de la moindre hypothèse physique. C'est donc là que se trouve institutionnalisé avec, en évoquant l'exemple des Laplace, Clairaut, Navier, autrement dit la grande école des mathématiciens de la génération d'avant, la séparation entre physique générale, expérimentale et physique générale et mathématique. Dans le livre qui rassemble ses cours au Collège de France, Bertrand écrit « L'étude expérimentale », donc dans ses cours, il parle de ses cours, « l'étude expérimentale n'est pas abordée, les résultats qu'on a déduits sont supposés connus, tout ça avec des points, ils servent de base aux théories et de données aux problèmes résolus. » Donc, le rôle du mathématicien, c'est de faire avancer la théorie et de faire des problèmes. Donc, les choses sont claires, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Alors, c'est pourquoi Bertrand est un farouche adversaire de Maxwell. Il est un farouche adversaire de Maxwell, et ce n'est pas par ignorance, loin de là. Ce n'est pas pour ne pas avoir suivi les travaux de Maxwell depuis leur début, jusqu'à la publication du traité en anglais, qui sera traduit un peu plus tard en français, mais dont il donne un compte-rendu dès la parution en anglais dans le Journal des savants, le premier compte-rendu de ce traité jamais publié en France. Et d'entrée de jeu, le ton est donné. Monsieur Maxwell cherche avec ardeur et invente avec hardiesse. L'expérience, assurément, poursuit Bertrand, doit être la base de toute théorie, et on peut même, Faraday l'a prouvé, obtenir par son seul secours des résultats aussi admirables qu'imprévus, des théories aussi fécondes que précises. Il n'en reste pas moins qu'une théorie mathématique dans laquelle l'expérience intervienne ne saurait être parfaite. Donc, suit les raisons pour lesquelles elle n'est pas parfaite, et elles sont nombreuses. Mais ce qui interdit même de penser à une physique qui serait purement qui serait à la fois expérimentale et mathématique, puisque d'être expérimentale altère la pureté de la physique mathématique. Mais ce n'est pas tout, parce que le véritable crime que commet Maxwell est de ne pas se placer, comme tout le monde, dans le paradigme adopté par la célèbre école des mathématiciens français, paradigme reposant essentiellement sur l'existence d'une force d'attraction, particulièrement développée par Laplace quand il a étudié la capillarité. Force d'attraction entre molécules. Il ne s'agit plus des planètes, mais de la matière, telle qu'elle nous est présente. Force d'attraction entre molécules à laquelle Laplace a donné le nom d'attraction moléculaire. Donc, ce paradigme de l'attraction moléculaire est repris ensuite pendant tout le XVIIIe siècle par un certain nombre de gens, dont Bertrand est le porte-drapeau. Parce que ce faisant, en refusant ce paradigme, Maxwell affiche urbi et orbi, et ce n'est pas très difficile parce que
pratiquement tout le monde, sauf quelques-uns en France, est convaincu de cela. Il laisse entrevoir que les travaux de Faraday, ce que les travaux de Faraday laissaient déjà entrevoir, à savoir que, sans s'en rendre compte même, les fameux mathématiciens ont été en contradiction avec le principe newtonien dont ils n'avaient que ça à la bouche, hypothesis non fingo, dont ils ne cessaient de se réclamer. Et en effet, ce modèle classique repose sur l'hypothèse qu'il existe une force entre les molécules, une force d'attraction entre deux molécules. Alors que ce que voulait dire Newton, en énonçant hypothesis non fingo à propos de la gravitation, c'est que tout se passe comme s'il existait une force. Mais il ne dit jamais qu'il existe une force de gravitation. Il dit tout se passe comme s'il existait une force, mais de la nature de cette force, je ne dis rien. La force qui a une certaine forme mathématique, etc. Et sur la nature de laquelle il se tait. Ce qui revient à dire, donc, qu'il ne lui suppose pas d'existence dans la réalité. En d'autres termes, et comme il est souvent arrivé dans le développement de la physique, un certain modèle qui a longtemps vécu, reposait sur cette faute de raisonnement bien particulière qui consiste à prendre un concept pour une réalité. Autrement dit, à confondre les mots et les choses, si l'on veut. Donc, Maxwell, lui, s'était donc fondé sur, je passe rapidement là, la non-existence d'une force, remplacée par la modification de l'espace, produite par l'existence d'une seule particule de matière dans l'espace dit vide. Bien. Et pour revenir à Bertrand, il convient de dire qu'il était très isolé. Pratiquement toute l'Europe était sur les traces de Maxwell ou des traces équivalentes. Je termine, mais bon, je ne parlerai pas de Mascart, sauf si on me demande, par cette vacherie qu'a envoyé Poincaré, qui lui lisait, comprenait, enseignait Maxwell, à l'égard de Bertrand, dont il avait été chargé de présider l'hommage qui lui était rendu à l'occasion de ses 40 ans dans l'enseignement, 94. Il commence par le féliciter de la fidélité qu'il a montrée, fidélité indéfectible, aux maîtres d'autrefois, c'est Descartes, je cite, c'est d'Alembert, c'est Laplace, dont vous parlez naturellement la langue. Là, c'est une allusion perfide au passé d'enfant prodige dont se vantait Bertrand, qui était censé avoir parlé latin à 5 ans, couramment. Et il enchaîne alors en constatant que les temps ont changé, mon bon monsieur. En particulier, précise-t-il, l'hypothèse sur laquelle se fondaient ces géants d'autrefois n'est plus recevable aujourd'hui. Et il ajoute, alors un commentaire particulièrement désobligeant, Monsieur Maxwell, non, pardon, Monsieur Bertrand ne l'ignore pas. Assurément. Et cependant, si nous l'avons rappelé, c'est qu'il n'a pas jugé utile de l'apprendre à ses lecteurs. Et voilà comment on tue quelqu'un. Et le temps n'est plus où tous les hommes éclairés, ajoute-t-il, étaient français par l'esprit, encore une pique à l'égard du chauvinisme, pour ne pas dire du conservatisme, anti-Dreyfusard, etc., ayant participé à tous les scandales du Second Empire, du fameux Bertrand. Alors, Mascart, évidemment, c'est le contraire de ça. Et je m'arrête là, puisque...